requis pour la formation d'un cyclone. La formation d'un cyclone, c'est une longue histoire. C'est quand même trop long. Bon, donc, cyclone, c'est une machine thermique à la base. En gros, ça fonctionne un peu comme une pompe à chaleur. Donc, avec une source chaude et une source froide. Une source chaude, c'est puiser dans la chaleur de la mer. Voilà, la chaleur sous forme d'énergie de température directement, indirectement sous forme d'énergie vapeur. En fait, c'est le flux d'évaporation issu de la mer qui va alimenter la perturbation en énergie humide. Donc en fait, l'évaporation va amener, qui va permettre via l'ascendance de fabriquer les nuages, des cumulonimbus. Les nuages type orageux, c'est les nuages les plus puissants qui existent. C'est un nuage qui traverse toute l'épaisseur de l'atmosphère, qui est quasiment du sol jusqu'à 15-17 000 mètres de zone équatoriale. C'est ce nuage qui donne de l'orage. Pas des nuages, mais ceux qui donnent de la foudre, des éclairs, de l'orage. Donc en fait, la vapeur est transformée en nuage par le processus de condensation. La vapeur qui monte, se refroidissant avec l'altitude, il y a un excès d'humidité transformé en liquide, ça forme une nuage par condensation. Cette condensation libère de la chaleur. Et en fait, chaque processus est associé à des échanges thermiques. Donc le carburant, l'énergie de base, est puisée dans la chaleur de la mer via le flux d'évaporation. Donc il n'est efficace vraiment que quand la mer est suffisamment chaude. Donc ça c'est un premier ingrédient, un premier paramètre indispensable pour que la mer soit suffisamment chaude pour pouvoir fabriquer un cyclone. Donc on considère qu'il faut que la mer fasse au moins 26 degrés sur au moins 50 mètres d'épaisseur. C'est pour ça que les cyclones sont typiquement des phénomènes de période estivale. Donc, premier ingrédient, chaleur de mer, donc le carburant. Ensuite, ce carburant est transformé en un sous-produit via la condensation, un nuage type cumulonimbus, qui libère de la chaleur latente. Cette chaleur latente s'accumule dans la troposphère. Et donc, le moteur, donc le carburant, l'essence, c'est la chaleur, plusieurs chaleurs, le flux d'évaporation. Mais après, le moteur va fonctionner à partir des nuages. C'est vraiment eux qui vont être le moteur du cyclone. Donc la différence entre tornade et cyclone sont deux phénomènes complètement différents. Les tornades peuvent se développer à la fois sur terre et sur mer. Sur mer, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'en voir, ça arrive de temps en temps en été, sous un cumulonimbus. On revient au cumulonimbus. Le point commun, c'est qu'il y a un cumulonimbus en deux cas. Mais ce n'est pas du tout la même échelle. Tornade, c'est quelque chose qui se produit à une échelle très localisée. Typiquement sous un nuage orageux, donc un cumulonimbus puissant. Et donc, quand ce processus physique c'est assez complexe, à un moment donné, il va y avoir une zone d'ascendance qui va se former entre le sol et la base du nuage, qui va se matérialiser comme ce qu'on appelle un buisson. Le film, les images de télé, de tornade, c'est le film Twister. Donc, c'est une espèce de tube sous la base du nuage, qui va être sous le sol, avec des vents tourbillonnants associés, de manière très rapide. En mer, on appelle ça une trombe marine. Donc en fait, ça aspire un peu la mer, on va envoyer un petit peu de buisson comme ça, qui relie jusqu'à la base du nuage. Et sur Terre, ça s'appelle une tornade. Alors les trombes marines, en général, sont moins violentes que les tornades terrestres. Alors les tornades terrestres, les plus violentes, se sont observées sur le continent, notamment aux États-Unis. Chaque printemps, aux États-Unis, c'est la saison des tornades, qui commence bientôt là, et qui fait des centaines de morts. Donc c'est souvent sur des super cellules orageuses extrêmement puissantes qui se développent, notamment quand il y a des contrastes entre l'air chaud qui remonte du golfe du Mexique et l'air froid qui entre par exemple dans les États-Unis ou depuis le Canada. Ça fait des conflits de masse d'air entre l'air chaud et l'air froid qui fait une très forte instabilité, des masses orageuses extrêmement puissantes qui se développent. Dans ça, sur le cas du Midwest en particulier. Et donc ça peut générer des tornades extrêmement violentes. C'est là où on a les vents les plus forts qui existent sur Terre. Au niveau du sol, j'ai vu des vents de plus de 350 km/h dans les tornades les plus violentes.
Et c'est des phénomènes très très localisés. Si vous avez vu, ça fait quelques centaines de mètres de diamètre à tout casser. Et quand ça passe, ça nettoie tout sur son passage. Pas grand chose qui résiste. La Réunion est une terre de cyclones. Alors, sachant que évidemment, le risque d'être impacté n'est pas excessif. Pourquoi? Parce qu'on est tout petit. L'océan est vaste et la Réunion est petite. Donc les chances de passer pour un cyclone, de passer à côté de la Réunion sont évidemment 1000 fois plus fortes que de taper la Réunion. C'est une question de taille. Madagascar, proportionnellement, est évidemment beaucoup plus touché, beaucoup plus concerné par les cyclones du fait de cette taille. C'est une barrière naturelle sur la route des cyclones qui fait plus de 1000 km de long, et donc forcément, Madagascar est beaucoup plus fréquemment touché par la Réunion. Mais à l'échelle de Madagascar, si on prend un point donné de Madagascar, la fréquence n'est pas supérieure à la Réunion. Donc, hormis peut-être la côte est, du côté de Tamata, de Sainte-Marie, qui est une zone fréquemment concernée par les cyclones sur Madagascar, où la fréquence est peut-être comparable à la Réunion. Quelle est la fréquence de passage des cyclones à la Réunion? Je vais partir de l'écondu, très variable. Et après, qu'est-ce qu'on appelle passage des cyclones? Vous voyez, par exemple, Feling, dans les cyclones qui nous ont concernés, le centre est passé à 440 km. C'est assez loin. Malgré tout, on a eu une influence importante. On a eu des pluies, on a largement dépassé un mètre d'eau. Le vent, on a dépassé 100 km/h notamment. Donc on a une influence significative pour un système dont le centre est passé à plus de 400 km. Et des fois, vous allez avoir des cyclones dont le centre va passer à 250 km, vous aurez quasiment zéro influence. Qu'est-ce qu'on appelle le passage? Si c'est le passage directement sur l'île, donc en fait, on va plutôt parler d'influence. Donc l'influence est dépendante de deux choses, de la trajectoire. Sauf que si un cyclone passe à 1000 km de la Réunion, il va plus de chance de nous influencer. Et vous voyez que même à 500 km, on peut être influencé. Le cyclone Gafilou, en 2004, qui a frappé le nord de Madagascar, il est passé à plus de 700 km de la Réunion. Et on a une houle quasiment aussi forte que pour l'enfer. Même à 700 km de la trajectoire, le système était tellement puissant, de grande dimension, générait une telle houle, s'est propagée sur des centaines de kilomètres, que la houle ainsi a été ressentie assez fortement. Donc, on dirait qu'il y a eu une influence. Un système qui est passé quand même très très loin. Donc, des fois, vous allez avoir un système de petite taille ou pas très puissant qui va passer à 150-200 km, il ne se passera pas grand-chose. Donc, c'est très compliqué. Ça dépend à la fois de la trajectoire, mais également de la structure du système. C'est ça qui va conditionner son influence. Donc, plutôt que de parler de passage de cyclone, on va dire que la fréquence d'occurrence d'une influence d'un système dépressionnaire. Donc, ça fait variable. Là, en moyenne, c'est système qui nous influence en moyenne tous les 2 ou 3 ans. La formation, le déplacement de la cyclone, donc sa trajectoire, à partir de la simulation numérique, et pas à partir d'instruments. Les instruments, les appareils, j'ai parlé tout à l'heure des avions qui font des reconnaissances aériennes, ne permettent pas de faire des prévisions. Ils permettent juste d'aller à l'instant donné, rentrer dans un cyclone et mesurer quel est son état, sa structure, son intensité à un instant zéro, et ça ne permet pas de faire la prévision. Et évidemment, forcément, si on a des mesures à l'intérieur des cyclones, ça quand même améliore la qualité des prévisions, forcément. Pourquoi? Parce que plus vous allez rentrer dans votre modèle numérique un état initial, c'est-à-dire la structure à l'instant zéro, la plus proche de la réalité possible, plus la fiabilité de la prévision va être améliorée. Ça produit moins d'erreurs initiales, donc forcément, on peut espérer une meilleure prévision.